BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Nicolas Douarenne, il est président de l'Uniden. L'Uniden, c'est l'union des industries utilisatrices d'énergie, bref, celles qui consomment le plus d'électricité. Bonsoir Nicolas Douarenne. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous étiez encore il y a quelques instants en train d'écouter le président de la République qui donnait sa feuille de route sur la planification écologique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a clarifié quelque chose pour vous, les industriels, donc qui consommaient le plus d'électricité? Je trouve que c'est la synthèse d'un travail, comme il l'a dit, de 14 mois, un travail extrêmement important qui a permis de faire une synthèse globale de la question de la transition écologique et climatique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aborder ce problème uniquement par un petit bout de la lorgnette, il faut voir toutes les dimensions, il y a des interactions entre tous les domaines, entre l'agriculture, on l'a bien vu, l'industrie, les territoires, et c'était le mérite de cet exercice, je dirais, de long cours qui a été engagé. Donc il en a fait la synthèse aujourd'hui, il y a une part qui concerne les industriels, bien sûr. Il y a une part, vous y avez participé, vous, en tant que président de l'Unidem? Non, on n'a pas particulièrement participé à l'exercice, mais nous contribuons, nous sommes en contact permanent avec les ministères qui ont produit les analyses qui ont été synthétisées par le SGPE, le secrétariat général à la planification écologique. Est-ce que ça va dans le bon sens? Parce qu'il a dit, ça y est, il faut aller encore 2 fois plus vite. Nous en sommes à 50% des objectifs que nous nous étions fixés. Est-ce qu'il est trop ambitieux? Parce que c'est pour les 5 prochaines années. Est-ce qu'il est trop ambitieux? Et puis surtout, la question ensuite, c'est est-ce que vous, industriels, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez la capacité d'aller aussi vite que la musique d'Emmanuel Macron? La notion de trop ambitieux, on verra au terme. Ce qui est important, c'est que le sentier a été tracé. La ligne de mire, nous l'avons. La ligne de mire, donc 5% effectivement accéléré sur les 7 années à venir, c'est 5% supplémentaires par an. Prenons des chiffres précis. Aujourd'hui, la France aura émis l'année dernière 408 millions exactement de tonnes de CO2, des émissions brutes. 5% par an, ça fait sensiblement 20 millions au début, et puis ça croît un peu plus à la suite. Donc il faudra multiplier par 7. On est à 140, donc il faudra être à 260 millions de tonnes. C'est un objectif effectivement très ambitieux. Après, tout est question des moyens qui sont mis en face et de la dynamique. Nous, dans l'industrie, on est prêt à relever le défi et notre parcours passé, notre track record, comme on dit en anglais, démontre qu'on était capable de le faire. Oui, mais vous en êtes où, justement? Est-ce que vous suivez juste ce chemin de transformation écologique? Est-ce que vous êtes dans les clous, quoi? Oui, et je dirais que ce qui est intéressant, c'est que, certes, c'est très bien que le gouvernement macroéconomiquement fixe ce cadre général, mais nous, les entreprises, nous avons adopté nos propres feuilles de route. Parce que nos clients nous le demandent, les marchés pour les entreprises qui sont cotées nous le demandent également, nous prenons des engagements en dur. Nous avions, il y a quelques années, nous prenions des engagements relatifs, c'est-à-dire que nos émissions rapportées à notre valeur ajoutée ou à notre chiffre d'affaires, on l'exprimait comme ça. Aujourd'hui, on l'exprime en millions de tonnes. On dit on va réduire de milliers, de quelques centaines de milliers. Et donc ça, c'est un engagement en dur, c'est-à-dire quelle que soit la conjoncture, quel que soit notre portefeuille d'activité, nous nous engageons en dur sur ces réductions. C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez fixé, vous, à l'Unidem? Alors pour l'Uniden, chaque fédération sectorielle fixe ses propres objectifs. En moyenne, je dirais que selon les chiffres que je peux avoir, les réductions sont de l'ordre de 20, 25 ou 30%, avec des conditions mises en face. Bien évidemment, il y a des conditions et il y a des mesures d'accompagnement nécessaires parce que ce sont des investissements extrêmement coûteux. Et de ce point de vue-là, le cadrage général, il a été fait par Jean-Pierre Pisani-Ferry et Mme Mahfouz dans le rapport sur le sujet. Ils ont bien mis en exergue le coût pour la collectivité de cette transition. Cette transition sera chère, elle sera coûteuse. Après, de savoir comment se répartit le fardeau de son financement entre les entreprises et l'ensemble de... Justement, pour l'industrie, les entreprises, l'industrie, vous pouvez nous rappeler les chiffres? Du coût de la transformation, oui, absolument. Du coût de la transformation, sensiblement, vous pouvez considérer qu'il y a 30 milliards sur les 60 milliards ou 66 milliards dont parlait le rapport. Il y en a sensiblement la moitié pour les collectivités publiques au sens large, État et collectivités territoriales, et il y en a 30 pour le secteur privé, entre les particuliers et les entreprises. Donc c'est sensiblement pour l'ensemble des entreprises de l'ordre de 15 milliards par an. On parle bien d'un investissement additionnel de 15 milliards par an. Justement, le président Macron vient de dire qu'en fait, la France avait investi en 2023 33 milliards d'investissement, et que là, il fallait 7 milliards de plus, 40 milliards de plus. C'est des investissements que vous voulez voir fléchés comment
et où? Alors, effectivement, une partie doit revenir vers l'industrie, c'est évident. Parce que nous avons nos investissements courants, nos investissements de capacité, nos investissements de modernisation, d'efficacité énergétique. Il va falloir majorer une partie de ces investissements, effectivement, de la transformation de nos procédés. Nous faisons de la réduction des émissions jusqu'à présent, et c'est le cas pour nos industries, nous l'avons fait par l'efficacité énergétique, en améliorant notre efficacité énergétique de l'ordre de 1,5% par an, et nous réduisions à due proportion nos émissions. Le fait d'accélérer maintenant suppose, dans beaucoup d'industries, de changer de procédé. Et donc, suppose des ruptures technologiques, des breakthrough technologies. Et ça, c'est d'une autre ampleur, à la fois financièrement et en termes de mise en œuvre, et en termes de durée de mise en œuvre. C'est ça le très gros challenge. Mais justement, si on prend un exemple, alors je ne sais pas si vous pouvez mélanger les casquettes, je le fais, après vous me direz si c'est possible pour vous. Vous travaillez chez Arkema, qui est quand même une industrie qui part de la chimie, qui s'est incroyablement transformée. Quel est le coût? Est-ce que vous avez fait une petite addition, le coût pour Arkema de se mettre aux normes de cette transition écologique? Alors, c'est pas tant de se mettre aux normes, il y a de normes. Non, mais aux normes de la neutralité carbone. Une feuille de route. Nous avons chez Arkema, comme dans les autres, mais je parle globalement pour l'Uliden, toutes nos entreprises ont adopté une feuille de route. Aujourd'hui, elles mettent en face des moyens. Je dirais que le gros sujet, c'est pas celui-là, c'est pas l'amélioration incrémentale qui vient au jour le jour, c'est le financement de ces ruptures technologiques. Parce qu'à un moment donné, on est au bout. On est au bout de ce qui est possible avec une technologie existante. Il faut la substituer par une nouvelle technologie, un nouvel investissement. Et c'est là où le coût, en termes d'investissement, est considérable. Et bien justement, avec une prise de risque. Ces investissements, il faut les financer. Comment? Qu'est-ce que vous attendez? On a parlé d'un crédit d'impôt vert. Est-ce que c'est pour vous, comme il y a un crédit d'impôt recherche, est-ce que ça serait la bonne solution? Parce que là, on parle des grandes entreprises, mais après, derrière, il y a toutes les petites entreprises. Oui, où là, on est encore très loin des objectifs de la neutralité carbone. Oui. Parce que ça coûte cher, parce qu'il y a eu la crise, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a aussi la transformation digitale. Vous en attendez... qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, demain, comme aide à l'investissement? Alors je précise qu'il y a, mené par Roland Lescure, des discussions sur les 50 sites les plus émetteurs, qui chacun ont adopté leur feuille de route, l'ont défini en concertation avec les services du ministère de l'Industrie. Voilà, ces feuilles de route sont aujourd'hui sur la table. Ça y est, le président en a parlé, justement. Oui. Absolument. Et ça, c'est très important parce que c'est une approche par le concret, c'est une approche par le terrain, site par site, en fonction des contraintes géographiques, industrielles et autres. Ça, c'est le premier volet. En face de ça, effectivement, il avait été évoqué la mise en œuvre d'un crédit d'investissement industriel vert. Nous l'accueillons très favorablement. C'est un outil souple, c'est un outil qui produit ses effets. C'est le principal outil mis en œuvre aux États-Unis dans le cadre de ce fameux IRA, Industrial Reduction Act. C'est bien un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt... on a en France un crédit d'impôt qui est extraordinairement performant, c'est le crédit d'impôt recherche. Si c'est un dispositif qui s'inspire du crédit d'impôt recherche dans ses modalités, qui est bien ciblé effectivement sur les technologies de la transition écologique, nous l'accueillons extrêmement favorablement. D'accord, donc on ne connaît pas encore les modalités, mais enfin, ça devrait être dans les prochains jours. Ce qui est aussi vital pour vous, évidemment, c'est la fixation du prix de l'énergie. On sait qu'il y a un bras de fer très fort, très violent. Mathieu Pechberti nous a alerté sur ce point-là en fin de semaine, entre Luc Rémont, le patron d'EDF, qui doit sauver son entreprise et investir beaucoup, le gouvernement, et puis, de l'autre côté, les industriels. Quel est le bon niveau pour vous du prix de l'électricité nucléaire? Est-ce que c'est 60 € mégawattheure, comme l'a préconisé la Creux, ou est-ce que c'est 120 €, comme on suppose que Luc Rémont le souhaiterait? Et pour vous, c'est quoi le juste prix? Alors, ne mélangeons pas le coût et le prix. Oui, enfin, in fine, pour vous, c'est un coût. Oui, enfin, ok, in fine, pour vous, c'est un coût. Mais la question du coût. La Creux a fait un exercice, à la demande de l'État d'ailleurs, a fait un exercice tout à fait salutaire et nécessaire, qui a été de mettre à jour le coût complet du parc nucléaire existant, en y intégrant, par rapport à son exercice précédent de 2020, le démarrage de Flamanville 3, qui est nécessairement à inscrire. La Creux a mis sur la table un chiffre, je prends le plus bas,
qui est de 57,6 euros par mégawattheure, ce qu'on appelle un ruban, c'est-à-dire le fait d'une puissance d'électricité souscrite de façon identique sur toute l'année, qui est le building block, qui est la base à partir duquel nous pouvons maintenant, cette question du coût de revient du nucléaire, maintenant évacuer dans les discussions. C'était un préalable qui nous paraissait indispensable. Donc maintenant, ça permet de construire après des négociations que nous avons avec EDF. Nous ne les avons pas avec l'État, et l'État ne s'occupe pas de ces négociations. Les rapports entre EDF et son actionnaire relèvent strictement de cet échange bilatéral auquel nous ne prenons pas part. Mais en revanche, cet élément objectif qui a été mis sur la table par la CRE, par une autorité indépendante, ils ont fait un travail très approfondi, qui avait déjà fait la Cour des comptes au préalable, lève une hypothèque parce qu'elle permet à nos adhérents et à d'autres de rentrer maintenant dans des discussions approfondies sur construire le prix que chacun aura besoin, avec des différenciations par site. Un site d'aluminium n'a pas forcément le même besoin en fonction de ses expositions à la concurrence internationale, en fonction essentiellement de ça d'ailleurs, par rapport à un site de chlorochimie ou par rapport à un site qui fait du silicium. Il y a des catégories qui ont effectivement besoin, qui sont totalement exposées. Oui, mais... Pardon, allez-y, pardon. Il y a des catégories d'industriels qui sont totalement exposés à la concurrence mondiale. Il y a des industries installées comme celle-là que je viens de citer, mais il y en a d'autres qui arrivent. Les gigafactories ont aussi besoin d'un prix d'électricité compétitif qui ne se place pas nécessairement exactement au celui du niveau de l'aluminium ou de l'acier. Mais qu'appelez-vous un prix de l'énergie compétitif, justement? C'est là, est-ce que pour ça je parlais de juste prix? Il n'y a pas... non, la notion de juste prix n'existe pas. Et tout est une question relative et contingente. C'est ça le grand problème. Et à partir du moment où on dit que nous avons besoin, nous, de contrats sur une quinzaine d'années, il y a des éléments exogènes à tout ça qui vont bien sûr évoluer des conditions de marché. Mais nous partons de réalités d'aujourd'hui qui sont très claires. Nous avons des référentiels de prix de nos concurrents aux États-Unis qui ont des prix en dollars qui sont entre 30, 35 et 70, 80 dollars. Ça fixe déjà un cadre des références précieux. Oui, mais à mon avis, de la même façon, en Chine pas aussi, le même cadre que souhaiterait Luc Rémont, là. Oui. Alors voilà, donc ce cadre de concurrence, c'est celui-là. Et on ne peut raisonner que dans ce contexte-là, dans ce contexte internationalisé. Pendant des années, le benchmark, c'est-à-dire l'élément de référence, ça a été nos amis allemands. Aujourd'hui, nos amis allemands sont pris à la gorge, et à tel point qu'ils en sont, pour eux, qui ont quand même une approche en général assez libérale des choses, ils sont aujourd'hui à demander un tarif de secours, ce qu'ils appellent un bridge, pour pouvoir survivre avec des prix de l'électricité qui vont être extrêmement élevés pendant les 5 prochaines années. Et ils menacent de délocaliser. Voilà. Bon, alors nous, à l'inverse, nous prenons, pour ce qui nous concerne, les très gros consommateurs, nous sommes pour des relations contractuelles négociées avec EDF, et c'est à quoi nos adhérents s'attachent aujourd'hui. Les discussions sont franches, mais sur des éléments objectifs, notamment ceux posés par la CRE. Oui, et donc ça a mis un pavé dans la mare. Tout à l'heure, le président a une phrase quand même intéressante. D'abord, il a rappelé qu'EDF était nationalisé, donc ça voulait dire sous le contrôle de l'État, et il a dit qu'il fallait une reprise du contrôle du prix du nucléaire par l'État. Ça veut donc dire, est-ce que pour vous c'est un peu une bonne nouvelle, parce qu'en filigrane, ça veut dire que ça va être le curseur, il va être plutôt mis bas pour être et rester compétitif. Au-delà des industriels que je représente, la question du prix de l'électricité est une question qui s'adresse à tous les Français. 33 millions de foyers qui ont un contrat. Donc, c'est évident. Dont une partie encore très significative est en tarif, ce qu'on appelle les tarifs réglementés de vente. La REN qui est donc... Alors, la REN est une partie, mais la REN aura disparu dans 2 ans. Ne parlons plus de la REN, je dirais c'est un produit du passé. Enfin, c'est l'avenir à partir du 1er janvier 2026 que nous construisons. Il est évident, sauf à ce que tout le monde veuille passer sur des offres de marché, ce que je ne crois pas, qu'il les offres de marché, ce sont ? Les offres de marché, c'est le fait que votre fournisseur d'électricité vous offre un prix, une formule de prix qui ne dépend pas d'un tarif fixé par le ministère, fixé par arrêté au journal officiel. Donc ces tarifs, d'ailleurs, sont fixés par la CRE, plus exactement, calculés par la CRE. Eh bien, ces tarifs ont besoin de s'asseoir sur une méthode de calcul qui est assise sur un coût de revient. Et c'est ce niveau de base que l'État doit arrêter en discussion, dans ses discussions avec EDF. Et à partir de ça, seront construits ces tarifs et seront également construits les offres qu'EDF pourra faire à ses clients. Et les offres EDF... Mais est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a beaucoup de tensions, et vous-même, il y a une forme d'inquiétude quand même par rapport à ce niveau de prix
sur lequel vont reposer tous ces contrats que vous allez signer avec EDF. Il y a une nécessité, je le confirme, il y a une nécessité nous sommes enfermés dans une fenêtre de tir qui est courte désormais. Il faut absolument que d'ici la fin de l'année, nous ayons un certain nombre de nos adhérents et signer ces contrats de long terme. On parle de contrats à 15 ans. Hein, non, je parle de contrats industriels qui sont des contrats hors marché. EDF fait par ailleurs des offres de marché allongées, mais le sujet est différent. Nous avons besoin de signer des accords de principe d'ici la fin de l'année pour savoir où on va. Ne serait-ce que pour ne pas avoir un effet falaise au 1er janvier 2026, c'est indispensable. Il faut que nous prenions des dispositions pour savoir à quel prix, comme souvent on achète l'électricité de façon, quelle sera la part résiduelle que nous aurons achetée sur le marché ou pas. Et puis comme vous dites, c'est très intéressant ce que vous disiez sur le benchmark, notamment par rapport aux Allemands, où là pour le coup ça nous est favorable. D'où toutes les discussions pour savoir, dans le cas de la taxonomie, si le nucléaire doit y rentrer ou pas, parce que évidemment les Allemands n'ont pas très envie que le nucléaire y rentre, parce que c'est un avantage compétitif pour nous, entreprises françaises, enfin pour vous, entreprises françaises. Et puis vous donniez les prix de l'énergie aux États-Unis, on voit quand même qu'ils sont plus bas que les nôtres. Je crois qu'il ne faut pas instrumentaliser de façon excessive le dialogue franco-allemand, enfin, d'en faire, et considérer qu'on est en crise ouverte sur ces questions énergétiques. Il y a des discussions franches, incontestablement, mais nous avons intérêt, l'Allemagne et nous, comme toujours, à converger sur une approche commune vis-à-vis du reste du monde. Et c'est bien ça l'enjeu. On voit bien qu'aujourd'hui, en Allemagne, l'Allemagne est très inquiète parce que ses exportations, qui étaient son modèle vers la Chine, s'effondrent fondamentalement. Et donc, il y a un problème de repli vers les États-Unis aussi. Voilà. Nicolas Warren, juste une dernière question sur le charbon, parce que vous avez vu donc les 2 centrales à charbon qui du reste appartiennent à Daniel Kretinsky, un milliardaire tchèque. Il a dit que donc elle devait être fermée. On a l'impression que c'est reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire pour mieux sauter ou fermer ces deux. Est-ce que pour vous ça a un impact pour l'Uniden, le fait de fermer des centrales à charbon? Non, elles ont été réouvertes pour faire face aux problèmes majeurs que nous avions de risque de rupture d'approvisionnement. L'été dernier, elles ont été ouvertes de façon tout à fait circonstancielle et pour une durée limitée. Donc aujourd'hui que le président réaffirme la nécessité de les fermer, l'objectif de fermeture, de leur conversion à la biomasse, je veux dire ça s'inscrit, c'était déjà inscrit et on revient à la situation ex-ante maintenant que le nucléaire va produire de façon plus significative. Et ça, c'est pour nous le maître mot, la maximisation de la production du parc nucléaire. Plus le parc nucléaire produira, mieux ce sera pour tout le monde. Pour EDF, parce que ça lui dégagera des marges de manœuvre pour aller sur les marchés et exporter, et se mettre à nouveau à exporter dans de bonnes conditions financières, pour les industriels et bien sûr pour les consommateurs. C'est la clé, la disponibilité physique des électrons, c'est la clé fondamentale du débat. Nicolas Warren, oui, non, encore une crainte pour cet hiver ? Écoutez, moi je m'en remets aux prévisions de RTE et de EDF. Ils ont des prévisions qui paraissent... voilà, nous les prenons comme elles sont. Il y a une certaine thermosensibilité qui est importante en France, plus importante que dans les autres pays, due en particulier à l'importance du parc électrique chez les résidentiels. Il faut prendre en compte, mais elle est prise en compte dans les prévisions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nicolas Warren, donc le président de l'Uniden, était notre invité.